est-ce que Adeline, tu as un mot à dire? Non, c'est bon. Donc je vais laisser la parole à Jean-Paul, je pense qu'il va nous faire une petite démonstration et après des questions. Ça te va, Jean-Paul? Oui, oui, oui. Moi, je vais poser des points de repère et puis après on discute. D'accord. Voilà. La première chose que je voudrais dire, quand vous ouvrez la radio, etc., dénominateur commun, c'est de dire, mais c'est une façon d'entretenir les choses, ah, les européennes, ça passionne personne. Quand vous serinez ça toute la journée, vous pouvez dire après, vous voyez que les gens ne sont pas passionnés. Bien. Moi, je pense qu'il faut quand même distinguer défiance et désintérêt. Voilà. Je pense qu'il y a une grande défiance et un manque de confiance, y compris du peuple, dans sa capacité de peser sur ces questions. Et ça, c'est parfaitement légitime. Et désintérêt, les gens s'intéresseraient s'ils pensaient, ou si en tous les cas ils étaient un peu éclairés, sur la façon de pouvoir peser sur les questions. Mais si vous avez un univers dont vous pensez que de toute façon c'est hors de votre portée et que de toute façon, quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, vous ne pourrez pas peser sur ce qui se passe, et qu'en plus, cette affaire-là, à travers la construction européenne, a été une source de désillusion, y compris pour les gens qui y ont cru dans sa forme actuelle. Parce qu'entre les promesses de prospérité, vous voyez, enfin, je ne vous fais pas de dessin, mais en tous les cas, le bilan quand même est, le bilan est saignant. Quand on prend le taux de chômage des jeunes dans l'Union européenne ou d'autres éléments. Donc, moi je suis pour reconnaître parfaitement la défiance des gens par rapport à ça. Partir de là, parce qu'ils en sont là. Mais j'attire votre attention sur le fait que défiance et désintérêt, c'est pas tout à fait la même chose. La preuve, c'est que les gens, ils ont envie, y compris d'exprimer pour une part une colère par rapport à ça. Et la colère, c'est pas le désintérêt. Donc c'est pas tout à fait, je m'en fous. La question, c'est la colère, il faut la diriger où et comment? En tous les cas, comment ça peut être une colère utile? Et donc une saine colère. Alors, la première question que je voudrais aborder, parce qu'après toutes les autres viendront, mais la première, c'est tout simplement, faut-il aller voter? Parce que effectivement, il y a des gens, le PRCF, le MRC, donc ici il faut peut-être en parler un peu, des choses comme ça, qui disent, ah non, boycott. Si j'osais, je dirais quand même que appeler au boycott à une élection où de toute façon il y a 40% de votants, c'est un peu, c'est pas trop dur comme date. C'est un succès facile. On dire que ça a été très entendu puisqu'il y a eu un tel taux d'abstention. Voilà. Moi, je pense personnellement, enfin, je donne 3 idées sur le fait que cette campagne sur le boycott, c'est se tirer une balle dans le pied. La première chose, c'est quand même le Parlement européen, il existe depuis 1979, et qu'à un moment donné, si on déserte, y compris cette enceinte, cette bataille, cette forme d'expression, ça ne sera pas rendre service, parce qu'on peut toujours boycotter, mais le Parlement européen continuera d'exister, et continuera à prendre des décisions. Donc la désertion, y compris l'Assemblée nationale, elle a un mode de scrutin qui n'est pas très représentatif. Si je prends l'Assemblée nationale française, c'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut y aller. Parce que s'il suffisait que l'institution ne soit pas suffisamment démocratique pour dire bon, on n'y va pas, il y aurait plein d'institutions auxquelles il ne faudrait pas aller. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'en plus, par rapport aux élections européennes précédentes, il y a 3 raisons, il me semble qu'il est particulièrement important d'y aller. La première chose, c'est que c'est quand même une élection après 5 ans, ont été les 5 ans qui ont suivi la crise financière de 2008, qui n'est pas rien dans l'évolution de l'Union européenne.
et où donc se sont multipliés les plans d'austérité comme façon de répondre à la crise. Et il y a eu des grandes expressions populaires en Espagne, etc. Et donc à un moment donné, comment cette colère-là sociale, y compris il y avait la manifestation à Bruxelles à l'initiative de la CES il y a encore un mois et tout, etc. Comme y compris ces manifestants-là, ils appellent à peser dans l'enceinte européenne. Et on ne peut pas leur dire, écoutez, nous on s'en fout, on boycotte. Hein. Tous ces syndicats européens, ils n'attendent pas qu'on boycotte. Ça, c'est la première question. Donc, à un moment donné, après ces 5 ans d'austérité particulièrement forte, comment on permet aux gens de s'exprimer et de prolonger ça sur le terrain politique? La deuxième question, c'est que, malgré les limites du traité de Lisbonne qui est entré en vigueur, pour une part, ça va être une mandature où le Parlement européen aura quand même plus de pouvoir qu'auparavant. Au sens où maintenant, dans le droit européen, pour qu'une loi ou une directive européenne soit adoptée, il faut qu'entre le texte du Conseil des ministres européens, de la Commission européenne et du Parlement, il y ait un vote conforme du Parlement. Donc il a de fait ce qu'il n'avait pas avant, c'est-à-dire un droit de veto sur les textes. En clair, par exemple, je donne un exemple dans le domaine international. Il y avait eu, il y a un an, 2012, un traité dit ACTA, qui était un traité qui attaquait les logiciels libres, enfin, etc. Je passe dans le détail. Et c'était fait. Hein. Il y a eu, les circonstances ont fait qu'il y a pu y avoir un vote négatif du Parlement sur ce traité, et il a été retoqué, il n'existe pas. La question se posera de la même façon sur le traité transatlantique de commerce, parce que si jamais les négociations aboutissaient, il faudrait, pour que ce traité existe, un vote conforme du Parlement européen. Donc il aura le pouvoir de le refuser. Voilà. Donc il ne faut pas dire que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. La question, c'est quels sont les représentants qu'on y envoie. Voilà. C'est une vraie question. Et ça dépend des gens, de changer la composition du Parlement européen. Et puis la dernière raison pour laquelle il me semble aussi intéressant de voter, alors elle est moins perceptible pour les gens, mais en tous les cas pour les militants que nous sommes, à mon avis elle l'est, c'est une des premières fois où il peut y avoir à l'échelle de l'Union européenne une force politique à travers le PGE et les candidats qui s'expriment à l'échelle de l'Union et qui marquent des points à l'échelle de l'Union. Parce que entre Syriza en Grèce, entre ce qui s'est passé autour d'autres événements politiques dans d'autres pays, il y a là la constitution d'une force politique qui, à l'échelle du continent, peut devenir significative. On y est là-dedans ou on n'y est pas? Si on veut y être, il faut voter. Voilà. Donc moi, c'est les 2-3 petites choses que je voulais repérer pour marquer l'intérêt, en tous les cas, de ne pas faire l'impasse sur cette affaire, tout en reconnaissant la légitimité de la défiance des gens, et cette défiance n'étant pas, pour moi, du désintérêt. Ensuite, sur les raisons de voter pour les listes du Front de gauche, une fois qu'on a décidé d'aller voter. Quand on regarde le panorama, quand même, le panorama, alors vous avez les listes de droite, qu'elles soient UMP, UDI. Un seul exemple. L'UMP, dans son programme, dit il faut arrêter d'avoir la naïveté que nos frontières soient des passoires pour les marchandises des voisins. On pourrait s'interroger, hein. Après tout. Bon. Sauf que l'UMP a voté le mandat de la Commission européenne pour négocier le traité transatlantique, qui va, s'il aboutissait, supprimer la totalité de ce qui peut rester comme norme ou comme barrière pour justement ces produits venant. Donc de toute façon là. Et sinon, quand on regarde le restant du programme de l'UMP, c'est courir après le Front National
sur les questions d'immigration et de Schengen. Voilà. Et sinon, je vois de l'UMP. Quand on regarde le programme du Parti socialiste, alors là, c'est quand même un modèle de schizophrénie, parce qu'il faut voter contre l'austérité de Bruxelles, en même temps qu'on fait le plan Valls des 50 milliards d'économies, pour respecter les 3% de Bruxelles. Là, moi, c'est un modèle. Il y a dans l'Humain d'aujourd'hui, pour les gens qui auront... Gérard Streff qui a fait un petit billet sur ce qu'est le matériel électoral du PS en Île-de-France. C'est extraordinaire. Hein. Alors, couverture de la brochure du PS en Île-de-France. Stop au dumping social. Page 2, le titre, l'austérité est une erreur. Page 3, refuser l'austérité. Page 4, défendre le modèle. Page 5, les banques peuvent payer. Et page 6, taxer la finance. Non mais ça marche. Non, mais moi je vous le cite, puisqu'il en a fait un petit billet d'humour et d'humeur. Voilà. Donc ça, à un moment donné, oui mais on peut quand même mettre devant les gens la contradiction flagrante entre dire tout ça sur l'Europe et faire strictement le contraire, strictement le contraire sur la France. Et de ce point de vue, un exemple, mais qui va m'amener à dire deux choses complémentaires. Vous connaissez tous, ou en tout cas vous avez tous entendu parler de l'histoire de la taxe Tobin, qui est que depuis 15 ans à 20 ans, il y a une bataille, notamment d'Attac et d'autres, pour avoir une taxation sur les transactions financières. Chemin faisant, l'idée avait progressé et le Parlement européen avait émis une proposition. Je vais vous donner des chiffres, parce que c'est des chiffres qui parlent. La proposition du Parlement européen reprenait une taxation à 0,05% des produits dérivés, c'est-à-dire des produits spéculatifs. On obtenait une taxe à l'échelle de l'Union européenne qui aurait rapporté 200 milliards d'euros. 200 milliards. Et c'était... Mais les 200 milliards, c'est beaucoup, mais c'est en regard des milliers de milliards de transactions financières. La Commission européenne tordait un peu le nez, mais enfin, on reprenait la proposition, et a fait, elle, une proposition qui aboutissait à une taxation de 100 milliards d'euros. C'était pas, finalement. Des pays s'y sont opposés, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, etc. Et donc, on est arrivé à ce que la proposition de la Commission européenne ne concernait plus que 11 pays pour un montant de 37 milliards d'euros. Ça, c'était en décembre. Et que se passa-t-il? Il se passa que sont montés au créneau M. Hollande et M. Moscovici, en premier, qui ont dit la proposition de la Commission est déraisonnable, qui ont fait des pieds et des mains pour que soient retirés les produits dérivés de la base de la taxation, si bien qu'on arrive maintenant à une proposition qui, au final, à l'échelle du continent, fera entre 4 et 5 milliards d'euros. Mais moi, ce que j'attire votre attention, c'est que là, ce n'est pas les instances européennes qui ont été les plus ultralibérales. C'est des pays, Grande-Bretagne, Luxembourg, etc., et notre gouvernement français, qui ont joué le rôle moteur pour vider la dite taxe de sa substance. C'est pas Bruxelles. Donc c'est trop facile de dire c'est Bruxelles. Jacques Brel, c'est Bruxelles. L'austérité n'est pas bruxelloise. Donc, à un moment donné, il y a ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans les institutions européennes, mais aussi il y a comment chaque pays et chaque peuple peut peser sur ces questions. Et en tous les cas, les gouvernements ont du pouvoir. Et un pouvoir d'influer sur ce qui se décide ou ce qui ne se décide pas. Et là, le gouvernement français, quel que dise le PS qu'il faut taxer la finance, et François Hollande, dans sa dernière intervention à BFM, a fait quelque chose qui est digne de Sarkozy, quand il avait dit, Sarkozy, à la sortie d'un G20, les paradis fiscaux, c'est fini.
Ça, c'était en 2008-9. Voilà, on en rit encore de Monaco aux Bahamas. Et là, Hollande, à BFM TV, il a dit la taxe financière, taxe sur les taxants, elle est là. Elle est là. Alors, même l'ERZAP de projet à 4-5 milliards, c'est pour 2016. Hein. De toute façon, déjà, elle est pas là. Mais ils ont encore le temps de la raboter d'ici. Mais elle est tellement insignifiante que, à ce niveau de 5 milliards à l'échelle du continent, on n'a plus entendu une banque râler. Ça est devenu tellement insignifiant que... Donc, le premier objectif, si j'ose dire, dans le vote des gens, premier objectif qu'on doit porter, me semble-t-il, et en tout cas que portent les listes de gauche, c'est en finir avec l'Europe de l'austérité. Et ça veut dire mettre fin à la directive sur les travailleurs détachés et revenir au principe que quand un travailleur, quelle que soit sa nationalité d'un pays d'Europe, est employé dans un pays d'Europe, eh bien, il est sous la législation du pays en question où il travaille. Et non pas la législation de protection sociale de son pays d'origine. Voilà. La première chose à faire, c'est mettre fin à ça. Et mettre fin à ça, pas aménager, avoir 3 garde-fous qui ne tiendront pas la route, etc. Deuxième chose que nous mettons en avant, c'est la nécessité, y compris, de désobéir à un certain nombre de traités. Et moi, j'attire votre réflexion, alors vous verrez que c'est l'éditorial du Patriote qui va sortir vendredi, mais sur les 2 termes du programme du Front de gauche, rompre et refonder. C'est-à-dire, nous mettons en évidence avec un certain nombre de choses auxquelles il faut désobéir, ou en tous les cas rompre. C'est-à-dire refuser. Quitte à créer du désordre. Bon. Parce que aucun engagement pour un progrès social en Europe ou une rupture avec l'austérité, une évolution etc., ne peut marquer de points si on ne rompt pas avec un certain nombre de dispositions. Ça vaut pour la règle des 3%, etc., sur le déficit public qui ne doit pas dépasser 3%, etc. Ça vaut sur la directive des travailleurs détachés qu'il faut refuser d'appliquer. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de règles, je pourrais en citer d'autres, mais en tous les cas, il faut se mettre en situation d'insurrection et de refus de les appliquer, même si c'est des normes d'aujourd'hui. Quitte à créer une crise, ben, il y aura une crise. Et alors, ça permet de remettre la balle au centre et on discute, et dans tous les cas, on repose le problème, y compris avec les peuples et des peuples en action. Parce que, j'ai parlé de l'UMP, j'ai parlé du PS, je pense que cette dimension rompre et refonder, parce que la dimension refondation n'est crédible qu'à partir du moment où on rompt avec un certain nombre de choses. La dimension rompre et refonder est notre différence avec la liste d'Europe Écologie Les Verts. Parce que Europe Écologie Les Verts dit des choses parfois pas inintéressantes sur la façon dont devrait évoluer l'Europe. Par exemple, ils sont d'accord avec nous contre le traité grand marché transatlantique et tout ça, même si c'est pas parfois tout à fait... Mais peu importe, ils sont d'accord pour dire c'est pas bien. Et qu'il faut le... Et c'est pas bien. Bon, que si le traité vient en discussion au Parlement, mais ils ne proposent pas de rompre avec ce qui, dans les traités qu'ils ont approuvés, d'ailleurs à Lisbonne, etc., ont posé la concurrence libre et non faussée comme pierre angulaire de la construction européenne, et qui fait que c'est la porte ouverte à la négociation de traités comme le traité du grand marché atlantique. Donc penser qu'on peut faire évoluer gentiment l'Union européenne sans rompre avec un certain nombre de choses, là est une utopie complète. Ou en tous les cas quelque chose qui ne va pas au bout de ce qu'il convient. Moi quand je regarde le programme des Verts, il y a des choses sympathiques, mais il y a des choses sympathiques sans moyen de les réaliser à partir du moment où il n'y a pas les ruptures qu'il conviendrait d'avoir. Donc, en finir avec l'Europe de l'austérité, désobéir au traité. Troisième axe, comment on sort de ce problème de la dette? Puisque la dette, les 3%, tout est lié quand même.
Alors d'abord, on ne sort quand même en sortant de l'austérité. Écoutez, moi je ne vous fais pas de dessin, vous avez entendu Gattaz, qui dit que pour les salariés, 1% d'augmentation maximum cette année. Là. Après, s'en est attribué 29. Voilà. On pourrait aller au bout, y compris sur les chiffres au niveau de ce que sont les dividendes, de ce que sont la part des dividendes dans la richesse, etc. Et si on ne redistribue pas la richesse et n'utilise pas la richesse autrement pour rompre avec l'austérité, ce n'est pas la planche à billets. C'est y compris redistribuer de l'argent qui existe. Et sortir de la dette publique, ça pose la question de ce que nous proposons pour un autre rôle de la BCE. Dont je signale que c'est, y compris pour une part accessible, à traiter inchangé. Je m'explique, je l'ai déjà dit dans une réunion peut-être ici, mais je le redirai ou je l'ai dit ailleurs, peu importe. Pourquoi je dis ça? La question, la démarche est totalement perverse aujourd'hui sur la dette, par exemple, c'est que la BCE prête maintenant à 0,5 aux banques, 0,5, le taux directeur de la BCE, 0,5. Lesquelles banques reprêtent à 2, à 4, à 6, à 8 aux États. Et évidemment, donc c'est avec l'argent de la BCE que les banques commerciales prêtent aux États en empochant des intérêts majorés alors qu'ils ont de l'argent à taux gratuit par la BCE. Bien sûr, dans les traités, il est écrit que la BCE n'a pas le droit de prêter directement aux États. Et il faudra un jour qu'il y ait un changement de traité, mais sans attendre. Sans attendre. Comment on fait tout de suite pour remédier à cette question? Dans n'importe quel pays, et la France en a, il y a une ou plusieurs banques publiques. La Caisse des dépôts, la Banque publique d'investissement qui a été créée. Si on décide que ces banques, ces organismes ont un statut de banque, là, puisqu'ils ont un statut de banque, la BCE a le droit de leur prêter. Si on décide que ces organismes empruntent à la BCE, ce qui est dans son rôle de refinancement des banques, à 0,5, et que ces institutions publiques reprêtent à l'État à 0,5, premièrement, d'une part, on s'émancipe des marchés financiers, et deuxièmement, par un chemin détourné, on fait que la BCE prête aux États. Donc ça pourrait être même la solution technique temporaire, dans l'attente, parce que la renégociation des traités, ça ne se fera pas en soufflant dessus, et qu'en même temps, il ne faut pas rester dans les deux pieds dans le même sabot en attendant. Mais on a des solutions. Il y a des solutions. Si c'était qu'un problème technique, il y a des solutions. Il y a aussi le problème du rapport de force politique pour le faire. Mais le rapport de force politique pour le faire, mais tout simplement de mettre à 0,5% le taux des dettes existant. Je rappelle que rien dans le budget de la France, le service de la dette, c'est 50 milliards d'euros. L'équivalent du plan d'austérité de M. Valls. Bien. Donc il y a des possibilités, pour ça. Alors je pourrais donner d'autres exemples de nos axes sur le programme européen. Il y a évidemment la bataille sur l'égalité hommes-femmes et le droit des femmes. Et je ne le signale pas comme une clause de style parce qu'il y a un vrai affrontement à l'échelle de l'Europe, en Espagne, en Pologne, mais même en France. On a vu sur l'IVG, mais sur d'autres droits qui sont à faire progresser de ce point de vue. Et puis il y aurait aussi tout le volet qu'on pourrait aborder dans la discussion, mais sur ce que pourrait avoir comme rôle international l'Union européenne si elle le voulait bien. On a, par exemple, on est nous au bord de la Méditerranée, on a un néant complet de l'action de l'Union européenne pour la paix au Proche-Orient. Par exemple. Mais c'est qu'un exemple. On nous a gavé avec Euromed, des sommets, machin, rien du tout.
Il y a la façon dont il faudrait reposer les questions d'immigration. Est-ce qu'on va laisser Lampedusa continuer d'être un cimetière marin? Quelle attitude vis-à-vis de la Tunisie, vis-à-vis d'un certain nombre de pays, etc. Donc il y a comme ça toute une série de questions qu'on peut aborder franchement. Et puis il y a toute une série de raisons aussi de voter, mais après je m'arrêterai parce que je ne veux pas être trop long et laisser la discussion, mais qui sont d'ordre tout simplement national, parce que c'est un vote, y compris des gens en France. Ben, ils ont voté municipal, ils ont dit d'ailleurs leur mécontentement, leur désaveu du pouvoir, etc. La réponse du pouvoir, c'est le plan Valls de 50 milliards d'économies. Ça vaudrait quand même le coup de mettre une deuxième couche de désaveu. De voter ces élections pour une gauche qui ne les déçoive pas. Et c'est en même temps la seule façon, à mon avis, de combattre l'idée qu'on porte de refondation et les propositions que ça donne, de combattre les thématiques du Front National qui sont simplement, écoutez, refermons les frontières, expulsons tout ce qui ne nous va pas et sortons de tout, de l'Europe, de l'euro, la thématique du Front National, alors on pourrait discuter de la sortie de l'euro éventuellement si vous voulez que ça vienne une discussion, peu importe. Mais on peut prendre un petit quart d'heure là-dessus dans la discussion tout à l'heure si vous voulez. Mais tout simplement deux choses quand même qui me paraissent extrêmement importantes. La sortie de l'euro, c'est en fait une dévaluation salariale par d'autres moyens. Et donc une dévaluation sociale par d'autres moyens. Quand en 83 il y avait eu le débat sous Mitterrand, sortir ou pas du système européen, c'était déjà le même débat. Chevènement disait faut sortir, mais il disait il faut sortir pour dévaluer et devenir plus compétitif à l'exportation, c'est toujours plus compétitif à l'exportation, en dévaluant la monnaie. Mais dévaluer la monnaie, c'est le peuple qui paye, c'est pas les banques. Ça ne dévalue pas grand-chose dans leur bilan. Et qu'à un moment donné, par contre, tout ce que des gens achètent coûte plus cher, une fois qu'on a dévalué. Alors, il y a une première chose là-dessus. Et puis la deuxième chose, par rapport à ce que dit le Front National, moi je pense, mais on n'aura pas le temps dans la brièveté de la campagne, mais dans le monde d'aujourd'hui, le contraire du libre-échange, c'est pas le protectionnisme. Je pense que le contraire du libre-échange, c'est la coopération. On ne va pas ériger des murs partout. Et qu'à un moment donné, y compris, mais ça on pourrait s'expliquer en économie sur ce qu'est devenu la division internationale du travail, quand vous importez, y compris un iPod ou un iPad, je ne sais plus lequel des deux, qui vient de Chine, il n'a pas été fabriqué en Chine. C'est-à-dire, on a l'impression que quand on importe un produit d'Espagne, il a été fait en Espagne. Pour un certain nombre de produits de faible valeur ajoutée, ou pour un certain nombre de produits agricoles, etc. Bien sûr, c'est quelque chose. Mais bien souvent, ces produits qui vont être importés d'Espagne ou de Chine, pour 60 ou 80% de leur valeur, leurs composants ont été importés en Espagne ou en Chine. L'iPad, par exemple, qui vient de Chine, et qui va être vendu ici 500 €, il part de Chine à peu près à 180, et il part de Chine à 180 avec dedans de l'ordre de 120 € de produits qui ont été assemblés en Chine, mais qui sont venus des USA, du Japon, etc., qui ont été importés en Chine, assemblés en Chine, complétés en Chine, et ensuite ça repart de Chine. C'est-à-dire que la division internationale du travail a complètement changé. C'est pas parce que le produit vient de Pologne qu'il a été fait en Pologne, ou qu'il vient d'Espagne qu'il a été fait en Espagne.
Et c'est pour ça que dans les échanges entre pays développés aujourd'hui, ce qu'on appelle le commerce intra-firme, c'est-à-dire entre filiales d'une même firme, représente 60% des échanges de produits manufacturés, et notamment quand ils ont une forte valeur ajoutée. Donc, dire par exemple on ne veut pas que tel produit vienne d'Espagne, ça pourrait parfois, y compris, pénaliser un certain nombre d'entreprises françaises qui livrent des produits en Espagne, qui vont être assemblés en Espagne pour repartir d'Espagne. Donc c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui. Les balances commerciales de pays à pays donnent une idée parfaitement fausse du commerce international. Et c'est pour ça que les firmes multinationales, qui sont les premiers intéressés dans le pacte transatlantique, veulent ce pacte transatlantique. Parce qu'à un moment donné, elles ont besoin, à travers le commerce intra-firme, d'une nouvelle étape d'un libre-échange sans rivage. Voilà. Et y compris sans normes. En tous les cas, que les normes d'une zone à l'autre ne les gênent pas. Voilà. C'est pour ça qu'elles poussent à la roue de ça. Parce que le pacte transatlantique dont on nous sert une version aujourd'hui, on en a déjà parlé. On ne s'en souvient plus, mais on en a déjà parlé. Quand en 95-98, on a lutté contre l'AMI, l'accord multilatéral d'investissement, c'était exactement la même chose. Un grand marché transatlantique, supprimant des normes et donnant des pouvoirs à des tribunaux arbitraux qui ferait que les politiques des États ne seraient plus opposables aux firmes multinationales. C'était exactement la même chose. Donc ils reviennent sur le métier 15 ans plus tard, mais avec une division internationale qui a continué de se révolutionner et qui fait qu'ils en ont encore plus besoin aujourd'hui qu'hier. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais en tout cas, voilà. Donc voter une gauche pour qu'il ne vous déçoit pas, et puis donc faire entendre la colère, mais faire entendre une colère qui à la fois rompt et construit. Voilà. Merci.